On vous demande d'accueillir très chaleureusement la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Stephen Guilbeault. Wouh! On va commencer le panel avec une question pour M. Guilbeault. Bonjour, donc vous êtes ministre fédéral de l'Environnement, du Changement climatique. Vous avez été et vous êtes toujours un citoyen engagé, militant de la première heure. Le Canada s'est engagé avec le plan de réduction des émissions à réduire ses émissions de GES de 40 % d'ici 2030. Et là, vous venez d'entendre des jeunes parler d'audace et de changement climatique. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre? Bien, d'abord, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de participer à une des activités du Lab. La dernière fois, il y avait un petit peu moins de monde qu'aujourd'hui, par contre. Je tiens à vous remercier pour votre engagement puis votre implication. Évidemment, les membres du Lab, mais tous ceux et celles qui sont ici. Donc, ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis ministre de l'Environnement. J'ai regardé ce que vous avez, le sondage qui a été fait, puis on voit, par exemple, que la question du transport collectif, très importante pour vous. Ça l'est pour moi aussi. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai jamais eu de voiture. Je ne posséderai probablement jamais de voiture. Je suis en vélo aujourd'hui. Je me déplace en transport en commun. Donc, depuis 2016, le gouvernement fédéral a investi des montants historiques dans le transport collectif. En fait, au cours des dernières années, on a ajouté 400 kilomètres de métro. Alors, c'est presque l'aller-retour Québec-Montréal en métro, donc différents projets de métro un peu partout au pays. 1200 autobus électriques pour le Québec qu'on a annoncé l'an dernier et 1700 kilomètres de voies pour le transport actif, vélo, marche, sentier. Parce que, évidemment, pour la question des transports, le transport collectif et le transport actif sont les meilleurs moyens, les moyens les plus écologiques et aussi, d'un point de vue santé, la meilleure façon de me déplacer. Beaucoup d'investissements en électrification des transports parce qu'il y a des gens qui ont besoin de voitures. Puis pour ces gens-là, bien, c'est mieux qu'ils soient en voiture électrique qu'en voiture à essence. Très intéressant. Merci beaucoup, Stephen. Catherine, vous êtes la plus jeune femme de l'histoire à avoir été élue à l'Assemblée nationale du Québec à 24 ans. Vous êtes aujourd'hui mairesse de Longueuil, puis on sait que vous êtes sensible aux questions qui concernent tout l'environnement. Justement, quand on parle de politique municipale, c'est quoi les pouvoirs d'action en matière environnementale? Merci. Je vais joindre ma voix à celle de Stephen pour vous remercier d'être là. Moi, je trouve ça vraiment inspirant de voir cette mobilisation, puis c'est encourageant également de voir toute la relève qui est mobilisée. Et oui, il y a des pouvoirs d'action en politique municipale. En fait, je pense même que c'est au palier municipal, parce que pour avoir été à Québec, puis évidemment, on peut faire beaucoup au fédéral, mais dans les communautés, dans les villes, on peut vraiment agir avec des projets très, très concrets pour justement favoriser des changements en matière environnementale, que ce soit en protégeant nos milieux naturels, nos boisés, nos milieux humides, qui sont les meilleures sources pour capter le carbone et venir prévenir donc l'augmentation des GES et conséquemment les changements climatiques. Donc ça, en fait, les scientifiques sont unanimes pour dire que c'est la meilleure façon qu'on peut justement prévenir la hausse des GES. Mais si on veut également agir en termes de diminution, il faut favoriser le transport actif, le transport collectif. Et vous savez, les villes, on a la responsabilité d'aménager nos milieux de vie. Donc, justement, de pouvoir construire des nouvelles pistes cyclables qui vont offrir davantage de possibilités à la population de se déplacer. Parce qu'on le sait, dans une banlieue comme Longueuil et bien d'autres. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens de Longueuil dans la salle. On m'a dit qu'il y avait l'école Jacques-Rousseau, Collège Notre-Dame-de-Lourdes. C'est bon, une bonne représentation. Mais je sais qu'il y a des gens de 9 régions à travers le Québec. Donc, c'est important pour les villes d'offrir justement des infrastructures qui vont permettre de délaisser l'auto-solo, même si des fois, justement, il n'y a pas d'option. Donc, ça vient contraindre, en fait, la liberté même de choix des gens. Puis, évidemment, en offrant cette multiplication-là de façon de se déplacer, notamment aussi en transport collectif, bien, on vient diminuer directement à la source l'émission de GES. Je pourrais pas être plus d'accord. Je pourrais en parler longtemps de ça. Ben justement, depuis ce matin, on a entendu vraiment plein d'initiatives issues de jeunes dans les écoles. Comment est-ce qu'une municipalité peut soutenir le genre d'initiative verte dans une école? Bien, d'abord, être à l'écoute de ce qui se passe dans notre milieu scolaire. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de Lisa Belaïcha, qui est d'ailleurs une ex-étudiante, une ex-élève de l'école Jacques-Rousseau. Et Lisa et moi, on fait la tournée, comme l'ensemble de nos collègues conseillères et conseillers municipaux, on fait la tournée des écoles
de Longueuil pour justement comprendre les initiatives qui se passent dans nos écoles, même si ce n'est pas notre responsabilité directe. On trouve ça vraiment important qu'il y ait un partenariat entre la ville et les milieux de vie tellement importants que représentent nos écoles sur le territoire. Puis il y a beaucoup de questions, notamment ce qui a trait à la matière, à la gestion des matières résiduelles. Et on est en train justement de mettre tout en œuvre pour permettre qu'on puisse avoir la collecte des matières organiques à même les écoles. On sait que c'est souvent des projets qui sont chers aux jeunes. C'est compliqué dans les grandes organisations, c'est compliqué avec les écoles aussi, mais je pense que notre rôle, c'est un rôle de facilitateur, puis c'est ce qu'on tente de faire, et je pense que la première qualité, mais c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans nos écoles. Très porteur d'espoir. Monsieur Guilbeault, on est ici, on parle, on revendique. Au niveau du gouvernement fédéral, c'est quoi les mesures qui sont mises en place pour s'assurer que la perspective des jeunes, quand on parle d'environnement, est prise en compte dans les décisions politiques? Bien, d'abord, nous vous avons félicité tout à l'heure pour votre engagement, mais je voudrais revenir rapidement là-dessus parce que moi, lorsque j'étais jeune, à une certaine époque, j'avais à peine 25 ans et on se préparait la première conférence des Nations unies sur les changements climatiques, la COP 1. Puis à cette époque-là, je gravitais autour d'une gang de gens avec qui on allait fonder Équiterre, qui est à 2 coins de rue d'ici maintenant. Puis on s'est dit, il faut envoyer une délégation jeunesse à la première COP à Berlin en 1995. Et en mendiant, en quémandant, en cherchant de l'argent à gauche et à droite, parce qu'on n'existait pas en tant qu'organisation, fait que c'était compliqué un peu, mais on réussit à ramasser un peu d'argent pour aller à Berlin. Je restais dans un gym dans Berlin-Est avec 600 jeunes de partout sur la planète. Ça coûtait 130$ pour 2 semaines, logé, nourri. Et donc, j'ai pu participer à la première conférence des parties des Nations unies sur les changements climatiques. Et aujourd'hui, je suis ministre de l'Environnement du Canada. Alors, il y a peut-être dans cette salle-ci la prochaine ministre de l'Environnement, ou peut-être pas demain matin, là, mais j'aimerais ça garder ma job encore un peu. Mais qui sait, dans quelques années, dans une décennie et demie, cette personne-là se trouve peut-être dans cette salle. C'est sûr que comme le niveau, l'éducation de façon générale, c'est une compétence du gouvernement provincial, mais ça ne veut pas dire, comme Catherine le disait, que les autres paliers de gouvernement ne peuvent pas s'impliquer. Par exemple, moi j'ai créé un conseil jeunesse auprès du ministre, c'est-à-dire moi, donc des jeunes de partout au pays que je rencontre fréquemment qui vont conseiller mon ministère. Certains m'accompagnent dans les rencontres internationales. Il y en avait qui étaient avec moi à la dernière COP à Dubaï. On a rencontré le premier ministre et ces jeunes-là jouent un rôle important pour nous conseiller, pour nous guider dans nos actions. Et on vient tout juste de mettre on a décidé de mettre sur pied un fonds pour l'éducation, la sensibilisation pour les jeunes de niveau primaire et secondaire. Le gouvernement fédéral, mon ministère, on a mis 12,5 millions. Puis là, on est allé voir des grandes fondations canadiennes, puis on leur a dit, ça vous tente-tu d'embarquer avec nous? Puis pour chaque dollar qu'on met, vous pourriez mettre $1. On n'est pas tout à fait rendu là, mais ça va être plus que 20 millions de dollars pour l'éducation et la sensibilisation. C'est la plus grande initiative fédérale en la matière jamais réalisée. Et là, il y a des appels de propositions qui ont été faits. Il y a plus de 300 organisations, des groupes, un peu comme le Lab 22 et bien d'autres à travers le pays, qui ont fait des propositions comme ça. Alors, même si on n'est pas nous-mêmes impliqués directement dans l'éducation, je pense il y a d'autres façons qu'on peut être à l'écoute, comme Catherine le disait, puis aussi s'impliquer également. Yeah. D'ailleurs, Catherine... Oui, c'est ça. Vous avez entendu cette réponse-là, je pense. Clairement. Ben, je vous jure, là, je ne connais pas cette personne-là. Elle n'a pas reçu de pot de vin de quoi que ce soit. T'es payé pour ça. D'ailleurs, Catherine, ce serait quoi les espaces ou les possibilités pour un jeune de faire entendre sa voix là, dans le domaine municipal? Mais d'abord, je pense que ça peut passer par la représentation. Évidemment, j'y crois. Tu l'as dit, j'ai été personnellement la plus jeune députée à l'Assemblée nationale. Il y a des espaces pour les jeunes. Bien sûr, ça prend 18 ans et plus, mais malgré tout, on peut en faire la démonstration. Je parlais tout à l'heure de Lisa qui m'accompagne. Lisa a été élue conseillère municipale à 22 ans. On a eu une conseillère municipale qui a été élue à Longueuil à 21 ans. Donc, c'est important que les jeunes soient présents dans les sphères décisionnelles et moi, je vous encourage à prendre cette place qui vous revient.
Ceci dit, avant d'avoir 18 ans, puis après 18 ans, il y a plein d'autres façons également d'être engagé, d'être entendu dans les sphères décisionnelles. Nous aussi, à Longueuil, par exemple, on a mis sur pied un conseil jeunesse. Je vous invite à vous informer de ce qui existe en termes de participation citoyenne au sein de votre ville, peut-être même dans votre quartier, mais dans les initiatives communautaires, dans les écoles. Comme je le disais, on essaie de faire justement des liens avec le milieu scolaire. Personnellement, chaque fois que je vais faire une conférence dans une école, que ce soit primaire, secondaire, on écoute les suggestions des jeunes, donc n'hésitez pas à faire valoir votre voix, parce que oui, elle peut être déterminante et elle peut être précurseur du changement. Ça donne le goût de s'engager. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bon retour Merci beaucoup. à vos fonctions respectives. Merci d'avoir pris de votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon après-midi. tout le monde. Lâchez pas votre implication. Oui.